Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Dans les titres de ce jeudi 17 novembre, zoom sur la fonction de député européen. Nous avons suivi Franck Proust, le premier adjoint au maire de Nîmes à Strasbourg. Les élus de Nîmes et de l'Aglo qui visitaient cet après-midi le 4e Hermat. Depuis 2008, le régiment de l'armée de terre a été réorganisé et le nombre de militaires pratiquement réduit de moitié. L'essentiel du 4e Hermat est aujourd'hui basé quartier Saint-Césaire. La belle performance des basketteuses de Latte engagées cette saison en Euroleague. Le BLM a battu les Slovaques de Košice 83-65 hier soir. Et puis en fin de journal, je vous propose de découvrir une exposition photo poignante. Apocalypse, la disparition des villes de Dresde à Détroit. C'est à voir dès demain au pavillon populaire de Montpellier. Et on commence avec la déclaration d'André Vézinet. Le président du Conseil général ne sera pas candidat lors des élections législatives 2012. Ce matin, il a annoncé qu'il ne ferait pas partie des postulants à une investiture socialiste sur la 2e circonscription de l'Hérault. Pour respecter la règle de non-cumul des mandats, André Vézinet a fait son choix entre un mandat de député et la présidence du Conseil général. On l'écoute au micro d'Olivier Roiran. Ma décision est de ne pas retourner sur la 2e circonscription de Montpellier, dont je suis l'actuel député. Et je le suis jusqu'au 19 juin 2012. Les militants ont à 85% dit pas de cumul. L'opinion publique enfourche ce cheval et dit clairement qu'elle est défavorable au cumul. Aujourd'hui, la règle que le parti a édictée, c'est qu'une femme succède à un député lorsqu'il s'en va, lorsqu'il décide de partir. Donc moi, j'ai indiqué au national que je souhaiterais que ce soit une femme. Pourquoi pas un vert sur cette 2e circonscription? C'est un vert ou une verte sur cette 2e circonscription. Ça, le débat reste ouvert là-dessus. À noter que les candidats potentiels peuvent se déclarer dès demain auprès de la fédération PS. Le PS qui doit ensuite désigner ses candidats aux législatives le 10 décembre. Et sur cette 2e circonscription de l'Hérault qui englobe une grande partie de Montpellier, les candidats socialistes ne manquent pas, comme Charles Coury ou encore Félix Bépaud. À défaut de trancher entre les politiques locaux, le PS risque donc de décider le parachutage d'une socialiste parisienne. L'UMP Franck Proust siège au Parlement européen depuis cet été pour prendre la suite de Dominique Baudis, nommé défenseur des droits. Il a dû abandonner sa fonction de conseiller général du Gard. Et depuis quelques mois, le premier adjoint du maire se partage donc entre Bruxelles, Strasbourg et Nîmes. Pierre-Paul Castelli l'a suivi pendant 2 jours. Regardez. Un élu européen, c'est un peu un parlementaire du 3e type. Ballotté entre Bruxelles et Strasbourg, voire Luxembourg, le député promène sa cantine, ses attachés et son indispensable casque de traduction. Franck Proust, le Gardois, élu depuis juillet, a remplacé Dominique Baudis. Il est UMP en France et siège au sein du groupe PPE comme Parti populaire européen. Comme dans toute assemblée, le travail s'organise entre commissions, réunions de groupes politiques et sessions plénières. Ce soir-là, le groupe doit se positionner sur des sujets aussi variés que le transport ferroviaire, la conférence de Durban ou encore la création d'un label du patrimoine européen. Ce soir, c'est la dernière réunion de travail avant les votes de demain et c'est là où le groupe français du PPE prendra une position définitive, notamment par rapport à certains amendements. Le Parlement est dominé par le PPE, classé à droite, mais aucun groupe n'a la majorité absolue. Les parlementaires doivent donc apprendre l'art du compromis et savoir dépasser les réflexes nationaux. Ici, on a une façon de travailler qui est totalement différente des autres assemblées nationales. On travaille en commun dans le sens de l'intérêt collectif et on discute beaucoup entre partis et pas seulement entre partis de son pays, mais entre partis des 27 pays. À la cloche, à midi pile, après le passage devant les inévitables lobbies, les députés se livrent à une batterie de votes selon une mécanique pas toujours facile à comprendre. Une complexité apparente, mais des enjeux très concrets pour chaque citoyen d'Europe. Alors le parlementaire européen, en fait, il a quasiment 2 missions. Une mission en tant que véritablement parlementaire européen. Je siège à ce titre dans la commission internationale. Et là, je veille aux équilibres commerciaux entre l'Europe et les pays tiers. Et qui plus est, je suis le seul Français appartenant au groupe PPE dans cette commission. Mais il ne faut jamais oublier, et c'est très important pour moi, j'allais dire même c'est plus important, que je suis un eurodéputé d'une circonscription qui va de Nîmes à Bordeaux, mais je suis avant tout nîmois, gardois, appartenant à la région Languedoc-Roussillon, et donc je défends des dossiers locaux. Et au menu du député, par exemple, la réforme de la PAC, la politique agricole commune, le maintien des aides aux régions, ou encore la création d'un label du patrimoine européen, pour lequel Franck Proust interviendra en séance plénière. Mr. Proust. Bientôt, nous aurons des monuments et des sites labellisés patrimoine européen
Ce label, je le soutiens car il sera une réponse aux besoins latents de rapprochement entre les citoyens et l'Europe. Le projet de label européen a bien été approuvé par le Parlement, peut-être une opportunité pour Nîmes de mettre en valeur ces monuments romains qui restent absents de la liste du patrimoine mondial dressée, elle, par l'UNESCO. Franck Proust qui sera candidat UMP aux élections législatives 2012 sur la 6e circonscription du Gard. On reste dans le Gard avec les débats sur les orientations budgétaires 2012 au Conseil général aujourd'hui. Damien Allary en a profité pour fixer les lignes fortes de son plan d'action pour les 2 prochaines années. Même si le département souffre financièrement, il fait partie des collectivités peu endettées, comme l'explique le président du Conseil général du Gard au micro d'Alain Belon. Nous avons un département qui est très peu endetté. Nous avons une situation financière qui est bonne. Nous sommes dans les 30 premiers départements avec une dette faible, 390 € par habitant. Dans ce budget-là, effectivement, je conserve les équilibres à la fois de la pression fiscale, de l'endettement, et on a essayé de faire des économies. Je vais réduire un petit peu les investissements, parce qu'on ne peut plus avoir 150 millions d'investissements aujourd'hui. Il va falloir baisser à 130 ou 135. Il faut faire d'autres choix. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas voté certains schémas directeurs, parce que nous ne sommes pas d'accord avec la politique proposée par la majorité départementale, notamment en matière de petite enfance et en matière d'un schéma d'aménagement du territoire 2030 qui n'est qu'un catalogue de bonnes intentions avec quelques contradictions. Mikhail Gorbatchev sera à Montpellier la semaine prochaine. L'ancien dirigeant de l'URSS dans les années 80 et présidera le New Policy Forum, un forum destiné à mettre en relation des leaders politiques actuels et anciens pour faire émerger de nouvelles idées politiques. Parmi les participants, cette année, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine, l'ex-premier ministre turc ou encore Jack Matlock, ancien ambassadeur des États-Unis en Union soviétique. Et la région est coordonnatrice du forum. Christian Bourquin nous explique pourquoi. On va évoquer un thème qu'il avait commencé à évoquer avec Georges Frêche sur l'islam, le monde arabe, le monde non arabe. Et puis il y a eu ces événements dans le sud de la Méditerranée sur le printemps arabe, la révolution arabe, les changements arabes. Eh bien, on est en train de regarder comment, en fait, notre territoire, Languedoc-Roussillon, peut prendre une part prépondérante dans cette Méditerranée. On s'en souvient, en 2008, le livre blanc sur la défense annonçait des coupes franches dans les effectifs de l'armée française. Parmi les régiments visés, ceux du matériel devaient perdre en moyenne 20% de leurs hommes. Plus de la moitié pour le 4e Hermat, ressenté aujourd'hui quartier Saint-Césaire à Nîmes. État des lieux avec Olivier Michel. En 2009, le 4e régiment du matériel comptait un effectif de 1040 personnes réparties sur 9 sites. Aujourd'hui, avec la restructuration des armées, il n'en reste plus que 590 répartis sur 3 sites, dont celui de Nîmes-Saint-Césaire. Ce qui a changé, c'est la création des bases de défense sur Nîmes-Garon, puisqu'une partie de notre personnel qui contribue au fonctionnement général du régiment, notamment dans l'administration, les finances et la gestion des ressources humaines, ont été mutualisés et interarmisés sur Garon. Néanmoins, le site de Saint-Césaire reste le principal lieu de maintenance en France. Il emploie 550 personnes, civiles et militaires. Là, pour l'année 2011, par exemple, on a eu à 4 reprises à remettre en état des véhicules qui venaient d'un peu partout en France pour les envoyer en Afghanistan ou au Liban. Une maintenance qui peut s'effectuer à Nîmes comme à l'étranger. Cette année, 155 hommes du 4e Hermat sont aussi partis en opération extérieure au Tchad, au Liban ou au Kosovo. Ceux qui restent réparent et entretiennent le matériel qui va des armements aux blindés en passant par les transmissions. Donc ici, on a l'atelier armement petit calibre, on répare toutes les armes d'une douzaine de régiments qui s'étalent de Saint-Christol jusqu'à Carpiagne et Montpellier. C'est un poste qui change 300 fois de fréquence par seconde. C'est essentiellement pour éviter que l'ennemi puisse nous écouter nos communications. Qui a une valeur de autour de 20 000 € pièce. Implanté à Saint-Césaire depuis 1999, le 4e Hermat devrait connaître de nouvelles évolutions. Un regroupement sur le camp des Garrigues est envisagé, mais pas avant 5 ans. Un mot de sport maintenant avec les filles de l'AD qui ont effectué un pas de plus vers les 8e de finale de l'Euroleague. Les basketteuses se sont largement imposées hier soir face aux Slovaques de Košice, 83-65. Un match qu'elles ont dominé sans partage dès le 2e quart-temps, avec une mention spéciale pour Anna Lelas qui a marqué pas moins de 26 points à elle seule. Retour sur ce match, Jean Brun et Olivier Roiran. Invaincus dans leur championnat domestique, à l'instar du BLMA,
les Slovaques de Košice assuraient un départ canon face aux Latoises, 5-0 après 2 minutes de jeu. La réaction des coéquipières de Sandra Dijon ne se faisait pas attendre, mais Kupčíková permettait aux Slovaques de rester au contact jusqu'à la fin du premier quart-temps. Le BLMA trouvait enfin le bon rythme et passait un 9-0 imparable à des Slovaques ressentant sûrement la fatigue d'un voyage bien compliqué. Avec 10 points signés Skrela et 18 de l'Hélas, les filles de Demory se détachaient légèrement à la pause sur le score inhabituel de 48-30. Mais le BLMA n'avait encore rien montré puisque dans le troisième quart-temps, l'écart atteignait même 24 points pour le plus grand bonheur d'une salle comble. Malgré quelques paniers primés de Bojovic, les Latoises concluaient cette 6e journée d'Euroleague sur une victoire sans appel 83-65, agrémentée d'un goal average particulier de plus 18, qui pourrait peser lourd à l'heure des comptes. C'est encore un peu tôt, pour l'instant on va essayer d'être dans les 5 premiers déjà. Et puis si après grâce au goal average on peut être 4e ou 3e, eh ben, ça sera tant mieux. Mais bon, chaque chose en son temps, pour l'instant on va surtout essayer de se qualifier déjà, ce qui serait pour nous un événement. Si les Latoises ne prennent pas froid à Moscou la semaine prochaine, le BLMA pourrait espérer se qualifier en 8e de finale dès sa première participation en Euroleague. Victoire aussi hier soir pour les handballeuses de Nîmes. Le HBCN a battu Fleury 33-32 dans le cadre du championnat de France. Un mot de foot maintenant avec le derby du Sud, MHSC-OM qui se joue samedi soir à 21h. Un choc très attendu à la Mosson que les Montpelliérains abordent plutôt bien calés à leur 2e place de Ligue 1. En face des Marseillais qui ont eu un peu plus de mal à décoller cette saison même s'ils viennent d'aligner 3 victoires. On écoute leur entraîneur interrogé par la chaîne Marseille. Cette équipe a des qualités au milieu, ils jouent avec un triangle et puis un triangle offensif aussi, avec Giroud qui sert d'appui. En général, c'est Utaka à gauche et Camara, ou ça peut être Dernis ou Cabella à droite, mais ils ont un milieu à 3, oui. Après, la bataille du milieu est importante. C'est pas là qu'on gagne le match, mais la réflexion est évidemment là, quoi. C'est une équipe qui est agressive à domicile, mais elle n'a pas que ça, puisque, si je ne me trompe, c'est la meilleure attaque. Donc voilà, il y a des qualités, il y a des jeunes joueurs qui ont un de plus, encadrés par des joueurs expérimentés, avec quelques internationaux aussi. Donc elle a 27 points, elle est 2e, donc c'est pas par hasard qu'ils sont là, quoi. Et pour tout savoir sur ce derby du Sud, ne manquez pas Sport Sud ce soir, spécial MHSC-OM, c'est à 20h45. Pour terminer ce journal, je vous propose maintenant de découvrir une exposition photo très prenante. Bâtiments détruits, en ruines, abandonnés, ce sont des villes mortes qui se sont mises en ombre et en lumière dans Apocalypse, la disparition des villes de Dresde à Détroit. Visite guidée avec Olivier Brachard. Dresde, Hiroshima, Berlin ou Varsovie, toutes ces villes ont connu l'apocalypse. Complètement détruites pendant la Deuxième Guerre mondiale, leurs ruines évoquent le chaos et la mort. Sur ces clichés, le ciel reprend sa place dans l'espace, un nouvel horizon après la menace. Le ciel, c'est la menace de l'invasion et de l'arrivée des bombardiers. Et en même temps, ce sont des modifications des lignes d'horizon. Je veux dire, une ville qui subsiste sous forme de décombres, hein, avec les ruines qui menacent un ciel vide. C'est encore plus impressionnant qu'une ville dont la plénitude architecturale cache le ciel. Ces photos, les artistes les ont volontairement vidées de toute présence humaine. L'homme qui a façonné ces villes à son image, mais qui les a aussi détruites par cupidité. Cette tour, symbole de puissance en plein cœur de Varsovie, n'a jamais cessé d'être reconstruite des années 30 à nos jours. La tour symbolise la puissance de l'argent et la puissance de l'industrie très souvent. On voit à la fois la permanence, quelque part, de la volonté de l'homme d'exister et aussi sa fragilité, son extrême fragilité. Les villes se calquent sur le modèle humain. Et quand ce n'est pas la guerre, c'est l'inflation des technologies qui menace un vieux fleuron de l'industrie, comme Détroit aux États-Unis. Détroit, qui avait près de 2 millions d'habitants en 1950, a moins de 800 000 habitants aujourd'hui. Les postes de police ont fermé, les musées ont fermé, les écoles ont fermé, la gare a fermé. Donc on est face à une ville qui a fait totalement un naufrage, qui a totalement disparu, mais là qui a disparu pour des raisons essentiellement économiques.
Plus qu'un récit documentaire, ces œuvres illustrent un véritable genre artistique, un vide urbain où l'homme a disparu et où le temps est à jamais suspendu. Apocalypse, la disparition des villes, une exposition à voir dès demain au Pavillon Populaire. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez retrouver ce journal sur notre site internet tvsud.fr. Prochain rendez-vous avec l'actu demain, 12h30. Le journal vous sera présenté par Olivier Roiran. Passez une excellente soirée sur TV Sud.